je te parle du jeu Bruxelles 1893, un jeu de Étienne Esperman sorti en 2013 sous la licence Z-Man Game. Un gros worker placement d'ouvriers avec des mécanismes très originaux et une très grande profondeur stratégique. Si tu veux savoir tout ce que je pense de ce jeu et mon commentaire sur le jeu, tu peux cliquer ici. Sinon, je te laisse avec l'explication complète des règles. C'est parti, maintenant! Le but de Bruxelles 1893 est, comme tout bon euro, marquer le plus de points de victoire, représenté par cette track. Nous allons donc commencer par prendre les tuiles d'action, les mélanger et les placer de façon aléatoire à la droite du plateau de jeu. Par la suite, les joueurs pourront prendre leur plateau de jeu personnel, ainsi que leurs petites tuiles, 4 marqueurs ronds et 7 ouvriers. Les joueurs peuvent ensuite placer leurs marqueurs sur la case 3 de leur plateau personnel, sur la case 0 des marqueurs de points, sur la case 1 en haut à gauche et ici en haut à droite. Les joueurs recevront aussi une carte George Bruceman et nous allons placer les 5 marqueurs de tour ici au centre du plateau. 5 marqueurs qui marqueront les tours, donc dans la partie il y aura seulement 5 tours. Nous pouvons ensuite placer le marqueur de marché, le marqueur noir sur la case 0, 0. Nous pouvons ensuite prendre le paquet de personnages publics et le positionner face ouverte sur les 4 premières tuiles, placer le reste du paquet à la gauche. Nous pouvons ensuite brasser le paquet de cartes marché que nous allons placer ici. Nous allons par la suite séparer les œuvres d'art. Donc, nous avons les œuvres d'art noires et nous allons mettre à part des œuvres d'art de couleur qu'on va laisser dans un sac et qu'on devra venir piger yeux fermés durant la partie. Nous allons par la suite placer aléatoirement le marqueur de temps, c'est plutôt un marqueur de ressources, et placer ces items alentour de façon aléatoire toujours. Nous allons ensuite brasser les cartes bonus. En placer 5 faces ouvertes sur chacune des cases et ensuite placer le paquet à côté. Enfin, nous allons établir aléatoirement le premier joueur qui prendra le jeton du premier joueur avec le symbole du Monkey Piece. Le premier joueur recevra 5 $, le deuxième 6 $, le troisième 7 $ et le quatrième 8 $. Et si vous jouez à 5 joueurs, le cinquième joueur recevra donc 9 $. Le reste des composantes sont placées sur le côté du plateau et accessibles à tous les joueurs. Chaque joueur pigera une œuvre d'art au hasard. Et enfin, les joueurs doivent placer 2 ouvriers à la cour. Donc, pour débuter, nous allons retourner cette carte. Dépendamment du nombre de joueurs, il y a un nombre de valeurs qui va nous aider à déterminer quelles actions seront disponibles ce tour-ci. Dans cette situation, si je jouais à 2 joueurs, je pourrais placer soit à 2, 4, donc à la rangée 2 à la colonne 4, et nous allons placer cet outil de façon à laisser disponible le plus grand nombre de pièces. Donc je ne pourrais pas le placer comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Je dois absolument le placer comme ça. Mais l'autre option, c'est 4, 2. Donc 4, 2. Encore une fois, je ne peux pas le placer comme ça, ni comme ça. Je suis obligé de le positionner comme ça. Donc j'ai le choix entre en réalité, et j'ai pris l'habitude de faire ça, 4, 2 ou 2, 4. Le joueur pourra donc faire le choix entre ces deux positions pour positionner le marqueur. Donc voici le plateau où nous allons pouvoir placer nos ouvriers et faire les actions, principalement dans le jeu. À son tour, le joueur peut choisir un ouvrier et nous allons obligatoirement devoir positionner une pièce d'argent en dessous. Et ce, dans le but d'enchérir sur la carte correspondant à la colonne. Comme au début de la partie, j'ai choisi cette position, nous pouvons donc
immédiatement retourner ces cartes pour signifier qu'ils ne seront pas disponibles pour cette ronde. Donc voici les 4 types de symboles qu'il est possible d'avoir avec les cartes bonus. Le premier nous permet de récupérer un travailleur de la cour. Le deuxième nous permet d'augmenter de 1 notre marqueur d'employé. Le troisième nous permet d'augmenter de 1 notre marqueur de blason. Et le quatrième nous permet d'augmenter de 1 notre marqueur de construction. À noter aussi qu'il y a plusieurs autres cartes différentes, comme celle-ci, qui nous donne le choix entre récupérer un employé et augmenter de 1 notre marqueur de blason, ou comme celui-ci, tout nous permet d'augmenter de 2 notre marqueur d'employé. Une autre distinction entre les cartes, c'est que vous voyez ici, cette carte vaudra 2 multiplicateurs, alors que ceux-ci ne vaudront qu'un. À noter aussi qu'il y a le symbole de Mankepi. Le joueur qui aura accumulé le plus de symboles de Mankepi au tour précédent débutera la prochaine manche. Si cette carte nous permet d'avoir un multiplicateur de 2 au lieu de 1, celle-ci nous permet d'avoir 2 Mankepi au lieu de 1. Le premier joueur a passé son tour pour récupérer le marqueur de tour et, par la même occasion, 2 Mankepi. Pour commencer, il y a le case rose qui nous permet d'aller piger au hasard une œuvre d'art dans le sac. Ensuite, il y a le case jaune qui nous permet de vendre l'une de nos œuvres d'art au marché. Je vais revenir un petit peu plus tard sur comment fonctionne le marché et comment on vend les œuvres d'art. Il y a aussi l'action brune, nous permettant d'aller chercher 2 matériaux nobles de notre choix au marché. À noter que seuls les matériaux blancs ne sont pas des matériaux nobles puisqu'ils sont un joker. Donc, vous avez le choix entre ces 3 matériaux-ci. Il y a ensuite les cases vertes, nous permettant de construire l'un de nos bâtiments. Et enfin, il y a les cases bleues, nous permettant d'aller chercher un nouveau personnage. Ces 4 cases sont 4 actions supplémentaires que le joueur peut faire à son tour. Le premier nous permet de récupérer 3 cubes blancs. Le deuxième nous permet de récupérer le montant indiqué sur la carte ici. La troisième nous permet d'effectuer une des actions du plateau de notre choix. Et la quatrième nous permet d'utiliser un nombre d'employés correspondant à notre marqueur. Lorsqu'un joueur a déjà occupé une case, pour pouvoir jouer sur la même case, un autre joueur ou le même joueur devra positionner 2 travailleurs sur la case. Et si un autre joueur voulait jouer aussi sur la case, il devrait positionner 3 ouvriers sur cette case pour effectuer l'action. À noter qu'à 4 ou 5 joueurs, les actions de chaque case sont disponibles 2 fois. Donc dans cette situation, l'orange pourrait réutiliser la même case pour seulement un ouvrier. À partir de maintenant, les 2 prochaines fois qu'un joueur veut utiliser cette action, ça coûtera 2. Et les 2 fois suivantes coûteront 3. À la fin de la manche, le joueur qui aura le plus d'employés sur l'ensemble de ces cases devra prendre un de ses employés et l'envoyer à la cour, et ne sera pas disponible pour les tours suivants. A noter aussi que s'il y avait égalité, les 2 joueurs doivent perdre un employé à la cour. Pour vendre des œuvres d'art, on doit s'assurer que l'œuvre que nous voulons vendre, par exemple le bleu, n'est pas déjà présent ici sur la liste. Donc, en début de partie, évidemment, il n'est pas présent. Lorsque je vends une œuvre d'art, je peux déplacer le marqueur de marché dépendamment du nombre d'œuvres entre les mains, y compris celui que je viens de jouer. Donc, si j'ai 3 œuvres, 2 œuvres dans les mains et une que je viens de jouer, je vais pouvoir déplacer le marqueur de 3. Et je vais faire le nombre de points de victoire et le nombre d'argent, dépendamment de la case bleue où elle est positionnée dans la grille. Comme j'ai droit à 3 déplacements, je vais faire 1, 2, 3, et donc récolter 6 points de victoire et 4 d'argent. Évidemment, si je désire vendre une œuvre d'art et que la seule œuvre que j'ai entre les mains est une œuvre bleue, dans cette situation, je ne pourrai pas la positionner. Donc lorsque j'ai construit un bâtiment, je le prends de mon plateau et j'effectue les actions comme indiqué à l'endos. Donc, je paye les ressources. Donc, dans cette situation, je dois avoir au moins un cube noir et un cube brun. Pour ce faire, je les défausse. Je reçois 5 points de victoire si j'ai payé mes ressources avec aucun blanc. J'avance de une case l'horloge
et je place ma tuile à l'endroit désiré. Notez qu'il n'est pas possible d'avancer 2 aiguilles sur la même case. Vous pouvez remarquer que cette case est vide. Cela voudra dire que le joueur qui voudra construire un bâtiment devra payer uniquement dans ce type de ressources. Il y a aussi un marqueur d'argent, donc si le marqueur était ici, vous devrez payer 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois le chiffre indiqué sur ce marqueur, c'est-à-dire 3. À noter aussi que si je réussis à construire ce bâtiment-ci, je vais faire 5 points de victoire supplémentaires et un autre 5 points de victoire supplémentaires si je construis le 6e bâtiment. Lorsque nous positionnons un bâtiment sur la grille, nous allons devoir positionner le bâtiment. En fait, nous pouvons positionner le bâtiment où nous voulons, sauf à des endroits où il y a des travailleurs pour ce tour-ci. Donc, si j'avais construit un bâtiment, je pourrais choisir de le placer ici, même s'il est à l'extérieur du petit marqueur. Je peux quand même décider de venir le placer ici. L'avantage de placer des bâtiments, c'est que lorsqu'un joueur adverse viendra jouer sur notre bâtiment afin d'effectuer l'action, ça va me donner un bonus. Donc, dans cette situation, si un autre joueur joue sur mon bâtiment qui est positionné sur une case rose, je vais recevoir une œuvre d'art noire. Donc, les œuvres d'art noires ne peuvent pas être pigées et ne peuvent être reçues que par cette façon. Pour le bonus de la tuile jaune, je vais recevoir 1 point de victoire par œuvre d'art que j'ai présentement dans ma main. Donc, si j'avais présentement 3 œuvres d'art dans ma main et que le orange joue sur mon bâtiment qui est positionné sur une case jaune, je vais obtenir 3 points de victoire. Dans cette situation-ci, donc le bonus de la case bleue, je vais pouvoir retourner et utiliser un personnage devant moi qui n'est pas activé ce tour-ci et je vais pouvoir activer son bonus immédiatement et le retourner. Nous avons ensuite le bonus de la case brune, donc la case qui nous permet d'aller chercher des matériaux. Le bonus de cette case me rapporterait un matériau pur de mon choix que je peux prendre immédiatement et placer devant moi. Et finalement, le bonus de la case verte va me permettre de faire 1 point de victoire par bâtiment déjà présent sur le plateau. Donc, dans cette situation-ci, je ferai 1 point de victoire. Lorsque nous effectuons l'action bleue, donc, nous pouvons choisir l'un des personnages disponibles et payer son coût correspondant. Donc, si je choisis ce personnage, je le prends et je paye donc 0. Je peux ensuite glisser les personnages vers la droite et en piger un nouveau. Lorsque nous avons choisi notre personnage, nous allons effectuer son action. Dans ce cas-ci, nous ferions 5 points de victoire. Nous avons aussi le choix de le conserver avec soi ou de le discarter. L'avantage de le conserver avec soi, c'est qu'à tous les tours, nous allons pouvoir déclencher son action et donc faire 5 points de victoire. Par contre, en fin de partie, nous allons devoir payer le montant indiqué à la gauche de la carte, c'est-à-dire 5 $. Je vais vous parler maintenant de l'activation des employés. Donc, si par exemple, j'avais devant moi ces 3 employés et que je voulais les activer, à mon tour, donc, je dois choisir l'action d'activer mes personnages. Et prenons par exemple que mon marqueur d'activation de personnage était situé à 2. Donc, si j'effectue l'action, je choisis 2 de mes 3 personnages pour effectuer leur bonus. Donc, je pourrais choisir 2 cubes, récupérer un employé de la cour ou récolter 5 $. Donc, si je faisais cette action, je prendrais par exemple ce travailleur et ce travailleur. Je les retourne pour indiquer que je les ai activés pour cette manche. Chaque employé ne pouvant être activé qu'une seule fois. Et je récupère les bonus appropriés. Si je voulais par la suite activer ce personnage, je devrais à nouveau jouer sur la case qui nous permet d'activer un personnage et je pourrais ainsi le retourner et l'activer pour récupérer 5 d'argent. Évidemment, si mon marqueur d'employé indiquait 3, je pourrais retourner les 3 employés d'un coup. À la fin de la manche, tous les employés utilisés sont retournés et de nouveau actifs. N'oubliez pas la petite particularité, à la fin de la partie, chaque employé doit être payé le nombre approprié. Sinon, nous allons perdre 5 points de victoire. Voici l'ordre de résolution d'une fin de manche. Donc, premièrement,
les joueurs ayant le plus bidé dans chaque colonne pour récupérer la carte bonus. En cas d'égalité, les deux joueurs peuvent effectuer le bonus, mais ne pourront pas récupérer la carte. Nous allons ensuite déterminer le premier joueur. Le premier joueur sera la personne qui a le plus accumulé de Mankepi à ce tour-ci. Donc, soit parce qu'elle a récupéré le jeton du premier joueur à passer, donc récupère 2 Mankepi, ou soit parce qu'elle a récupéré des cartes donnant des Mankepi, ici des cartes bonus, qu'elle n'aura pas utilisées comme multiplicateur. Donc si j'ai récupéré cette carte et que je l'utilise comme multiplicateur, je ne pourrai pas utiliser le symbole de Mankepi, mais par contre si j'utilise seulement le bonus, alors je vais pouvoir le compter comme un symbole de Mankepi pour déterminer le premier joueur. Donc la personne qui a récupéré le plus de Mankepi au tour précédent débutera le tour suivant et pourra prendre le symbole du premier joueur. En cas d'égalité, le joueur le plus proche du premier joueur actuel sera le nouveau premier joueur. Nous allons ensuite déterminer les majorités dans les blasons. Donc tous les blasons occupés par 4 travailleurs pourront être comptés. Et donc on va compter chaque blason et donner les points appropriés au joueur qui a la domination, comme dans cet exemple le bleu. Nous allons ensuite déterminer le joueur qui a le plus de travailleurs présents au gouvernement et le joueur qui a le plus de travailleurs présents devra en placer un à la cour et ne pourra pas l'utiliser pour les prochains mois. Donc tous les joueurs récupèrent leur pion, tout l'argent du plateau est placé dans la banque, tous les joueurs retournent leur figure publique. Nous révélons une nouvelle carte pour le prochain tour. Nous allons aussi discarter le travailleur présent sur la case 0, glisser vers la droite et en piger un nouveau. Les cartes bonus, s'il reste des cartes bonus sur le plateau, on les discarte toutes, évidemment. Et on en repige 5 nouvelles. Nous allons maintenant procéder au décompte final des points. Dans un premier temps, tous les joueurs devront payer les employés présents devant eux. Ensuite, tous les joueurs multiplieront leur multiplicateur de bâtiment, donc à 4, à 5, à 8, à 10, fois le nombre de bâtiments construits. Ensuite, nous allons évidemment calculer tous les points de multiplicateur. Les 4 multiplicateurs suivants, donc le premier va nous faire 1 point de victoire pour chaque employé disponible à partir du 3e. Ce multiplicateur va nous donner 1 point de victoire par personnage présent dans notre main. Ce multiplicateur-ci va nous permettre de faire 1 point de victoire par œuvre d'art dans nos mains. Le dernier nous permet de faire 1 point de victoire pour chaque 4 d'argent, dans le fond, qu'on a entre nos mains en fin de partie. Donc, évidemment, ces multiplicateurs-là peuvent être augmentés. Lorsqu'on acquiert une carte bonus, on a la possibilité d'utiliser son bonus au centre ou de l'utiliser comme multiplicateur. Donc, utiliser le symbole en bas et aller glisser, aller le glisser en dessous. Comme ceci, ou en dessous de celui-là, ou de celui-là, ou de celui-là, évidemment. Tous les joueurs font aussi 1 point de victoire par matériau noble entre les mains, donc tous les matériaux sauf les blancs, évidemment. Et finalement, la personne qui a terminé avec le jeton de Mankepi fait 5 points de victoire supplémentaires. À la fin de la partie, tous les joueurs comptabilisent leurs points, et le plus haut chiffre l'emporte.